Il est 16 h en France, 11 h du matin à Ottawa et Montréal, 7 h du matin à Vancouver. Vous pouvez découvrir la ville derrière moi qui se réveille tout doucement. Je vous souhaite la bienvenue dans ce premier webinaire qui compte une session de trois webinaires sur les 3 semaines à venir. Nous avons intitulé celui-là Climat d'affaires au Canada et en Colombie-Britannique particulier. Je suis Franck Point, je suis cofondateur de Best of France et je serai votre médiateur pour ces 45 minutes qui arrivent. Encore une fois, je remercie tous ceux qui nous rejoignent pour cette première session aujourd'hui. Nous avons intitulé cette série de webinaires Saisir les opportunités d'affaires en Colombie-Britannique. L'idée, c'est effectivement de partager avec vous notre vécu d'entrepreneur ou d'homme d'affaires ici en Colombie-Britannique. Avant de commencer la réunion, je voulais juste avoir une pensée particulière par rapport aux victimes du terrorisme. Encore une fois, pour ceux qui ne le savent pas, peut-être au Canada, on vient de se réveiller avec une nouvelle qui nous annonçait que des actes terroristes avaient lieu sur Nice. Et on ne pourra pas s'empêcher que malheureusement, de penser que malheureusement la France est promise à quelques heures sombres dans les mois à venir, mais qu'elle a toujours su faire face par rapport à ces échéances-là. Donc, une pensée pour ces victimes-là. On va commencer. On a encore des participants qui nous rejoignent. On attend à peu près presque une quarantaine de personnes. Juste peut-être pour permettre à tout le monde de nous rejoindre, Julien va nous parler un peu mieux de Best of France pour ceux qui se posent la question pendant quelques minutes. Et puis ensuite, on va commencer la réunion. Julien, je te laisse la parole. Parfait. Merci, Franck. Je gérerai le micro de monsieur le consul qui vient de nous rejoindre. Donc, Best of France, l'idée de Best of France, c'est de faciliter et de faire découvrir aux Canadiens anglophones la France sous ses meilleurs aspects. Donc, on parle de culture, de gastronomie, de vin, de littérature, tourisme, tout ce que peut faire la France, tout ce que fait rêver le reste du monde et les Canadiens aussi. Et pour cela, en fait, on organise l'année prochaine, en début juin 2021, à Vancouver, un salon où tous ces aspects seront représentés avec un stand de région pour présenter une région française, plus d'une centaine de stands pour la gastronomie, le vin, la culture, la mode, le luxe, sous le même toit pendant 3 jours avec une journée business pour que les différents acteurs français qui viennent et qui font le déplacement jusque dans l'Ouest canadien puissent rencontrer des personnes clés et avoir des discussions pour développer leurs services ou leurs produits ou l'export directement de ce qu'ils font, mais aussi 2 journées publiques pour tester le marché, pour avoir un retour client et aussi pour vendre et pour rentabiliser cet effort qui est fait de venir dans l'Ouest canadien. N'hésitez pas à nous contacter sur le chat, on prendra de toute façon, on vous enverra un petit email de suivi suite à cette session aujourd'hui. Si vous avez des questions, l'idée pour nous, c'est au-delà du salon, c'est aussi de vous accompagner, partager l'éducation, partager l'expérience qu'on a. Ça fait 6 ans que je suis à Vancouver au Canada. Franck, ça fait plus de 10 ans, 15 ans qu'il est là et qu'il a aussi monté un certain nombre d'aventures et d'entreprises, et moi aussi. Donc l'idée, c'est que vous puissiez développer vos affaires à l'étranger sans pour autant vous sentir seul et laissé tout seul. Je te laisse la parole, Franck. Merci. Ton micro est coupé, Franck. Merci Julien. C'était juste pour permettre effectivement aux participants de nous rejoindre, les derniers. Quelques informations pratiques. La première, cette session est enregistrée, donc toutes les interventions seront publiques. On mettra la vidéo disponible sur la plateforme, on vous racontera ça à la fin de la session. Les micros sont coupés, ils seront ouverts, comme l'a expliqué Julien, pour la session des questions-réponses. Je voulais juste donner la parole à Philippe Sutter, notre consul général ici à Vancouver, qui nous a fait le plaisir d'ouvrir cette première session avec une intervention. Je vous remercie encore, Philippe, de votre disponibilité. Je vous laisse le micro et on se retrouve tout de suite après. Bonjour à tous. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. C'est pour moi naturellement un très grand plaisir de participer à la préparation
de ce grand événement ici à Vancouver dans les prochains mois, et puis surtout de partager avec vous notre expérience de l'ouest du Canada, et en particulier, bien sûr, de la Colombie-Britannique. La Colombie-Britannique est une région très riche. Elle est de dimension, en termes de population, tout à fait raisonnable. Il y a un peu plus de 5 millions d'habitants, mais c'est quand même la 3e province la plus peuplée du Canada. Et c'est surtout donc un pôle économique majeur, bien sûr, avec le premier port du Canada, un hub privilégié pour le marché asiatique et bien sûr le marché de l'ouest de l'Amérique du Nord. Alors, cette province, c'est aussi 13% du PIB canadien. C'est la 2e province viticole du Canada, et c'est le 3e centre de production cinématographique et télévisuelle donc de l'Amérique du Nord. C'est 75% par rapport à ce PIB de la Colombie-Britannique, 75% donc relève de la production de services et 25% de la production de biens, et avec une croissance quand même qui a été tout à fait remarquable ces dernières années, et on prévoit d'ailleurs un rebond de plus de 3% en 2021. Alors, dans ce contexte-là, qu'est-ce que la France fait et comment est-elle représentée dans cette province? Eh bien, on a une forte dynamique de la communauté française, en particulier donc en Colombie-Britannique. Nous avons un instrument de mesure en matière démographique qui est le registre des Français de l'étranger, qui est bien sûr donc tenu aussi par le Consulat général de France à Vancouver, donc une équipe de 14 personnes au service de la communauté française. Et donc, dans ce registre, on a à peu près 7300 Français qui sont inscrits au titre de la Colombie-Britannique sur les plus de 10 000 que nous comptons au titre de l'ouest du Canada. Alors, c'est une présence historique parce que on est d'abord au Canada, hein, on n'est certes pas au Québec, mais on est quand même dans un pays qui nous a été évidemment toujours très proche, et le consulat général a été constitué donc à la fin du 19e siècle. Nous avons bien sûr autour du consulat général, bien sûr, des conseillers des Français de l'étranger, hein, donc des élus comme M. Franck Point, qui sont donc ici à nos côtés pour servir la communauté française. Nous avons une alliance française qui est une des plus dynamiques de l'Amérique du Nord. Elle a été créée en 1904, donc vous voyez, ça plus de 100 ans maintenant, et c'est une alliance française qui est très dynamique, portée par justement cette population multiculturelle qui a cette envie du français. Et vous savez, le français étant une langue officielle du Canada, il y a bien sûr un intérêt pour les jeunes et les moins jeunes, bien sûr, d'apprendre notre langue. Nous avons aussi des associations, bien sûr, de Français, et puis on a une école française, ici, l'école Cousteau, et puis on a aussi évidemment tout un réseau économique sur lequel j'aimerais maintenant parler en particulier, un réseau économique qui est aussi servi par une liaison aérienne directe grâce à Air France. Alors en termes saisonniers, parfois il y a même Air Canada ou Air Transat. Bon, bien sûr, l'année 2020 étant très particulière, mais bien sûr, on a quand même cet atout d'avoir une liaison directe d'Air France entre Paris et Vancouver. Et juste à titre d'exemple, entre Vancouver et Paris, grâce au vent de l'Amérique du Nord, eh bien, on peut rejoindre Paris en moins de 9 heures. Donc, c'est pas aussi loin que cela. Et en tout cas, Vancouver, de ce point de vue-là, est à équidistance, en quelque sorte, entre l'Europe et l'Asie. Alors, du point de vue économique, on a réalisé ces dernières années donc un travail pour recenser nos filiales d'entreprises françaises et donc des sociétés aussi localement créées par les Français. Alors,
On a plus de 62 groupes français qui sont représentés en Colombie-Britannique sur un total de 138 sites, donc filiales et bureaux commerciaux. Et puis à cela s'ajoute une cinquantaine d'entreprises créées localement par des compatriotes. Alors, dans cette présence, et en particulier donc celle de nos groupes français, on a bien sûr une présence remarquée du BTP, ça c'est comme partout dans le monde, je dirais. Donc avec Vinci, avec Colas, avec Soprema, avec Lafarge-Holcim. Lafarge-Holcim qui est ici très présent, bien sûr, au Canada, mais aussi en Colombie-Britannique, avec une expérience très intéressante de capture du CO2. Parce que vous savez que le ciment est particulièrement polluant. Et là, c'est une entreprise donc, qui est particulièrement innovante ici en Colombie-Britannique. Saint-Gobain est bien sûr aussi représenté. Alors, nous avons aussi dans le domaine industriel une présence forte d'Air Liquide dans 6 villes de la Colombie-Britannique. Rexel, bien sûr, est également représenté, ainsi que Sonepar dans 5 villes de la province. On a aussi un grand pôle constitué par Schneider Electric. Schneider Electric qui est très connu, bien sûr, dans l'ouest du Canada, mais on n'a pas forcément conscience que c'est français. Eh bien, en Colombie-Britannique, on a une très forte présence sur plusieurs implantations et en particulier en termes de Global Competency Center. Nous avons ici aussi un pôle de Schneider Electric. Dans le secteur des énergies renouvelables, EDF, Énergie Nouvelle, est bien sûr aussi représenté, ainsi que Engie et le groupe Suez. S'agissant des technologies environnementales, Veolia est évidemment ici aussi représenté et a une action très intéressante du point de vue de l'écologie, en particulier dans l'économie circulaire, puisqu'il y a ici une sylviculture, donc l'exploitation des forêts qui sont évidemment importantes, qui est très, très développée. Et donc, il y a matière, évidemment, pour le groupe Veolia en particulier, d'apporter son expertise en matière d'économie circulaire. Je rajouterai aussi dans ce panorama JC Decaux, qui a remporté il y a plus de 20 ans donc un contrat de mobilier urbain de la principale ville de la Colombie-Britannique, Vancouver, et sa conurbation, donc c'est plus de 2,7 millions d'habitants. Et bien sûr, on a là une visibilité très forte d'une entreprise française. Alors, on a quelques autres points forts que je voudrais également citer, si vous me le permettez. Il y a bien sûr le luxe français qui est traditionnellement présent et de longue date à Vancouver, soutenu, il faut le dire très franchement, par une forte demande de la clientèle asiatique. Et ça, c'est aussi l'avantage, bien sûr, de Vancouver, qu'elle soit résidente ou de passage. Donc, c'est le premier magasin Dior et Balenciaga au Canada, 6 magasins du groupe LVMH, Gucci, Saint-Laurent, Sephora. Un nouveau magasin Hermès aussi en plein centre-ville que nous avons inauguré il y a quelques mois. Et puis, bien sûr, d'autres marques de prestige comme Cartier, Van Cleef & Arpels, Chanel et Roche-Beaubois qui sont aussi tout à fait présents ici. Un autre pôle important pour nous, c'est celui des logiciels et des services informatiques. Je vous ai dit que l'économie de Vancouver est essentiellement donc de services. Et donc là, nos entreprises sont présentes comme Altran, comme Capgemini, comme Dassault Systèmes avec Geovia en particulier. Et sur Dassault Systèmes, je voudrais juste citer que les logiciels de Dassault Systèmes ont été utilisés pour la construction des 2 bâtiments les plus connus de Vancouver, le Brock Commons Building de l'Université de la Colombie-Britannique. Donc, c'est le plus haut immeuble en bois du monde, avec 18 étages de logements pour étudiants. Et le deuxième immeuble de prestige, c'est le Vancouver House, qui vient juste là d'être construit et qui utilise aussi des logiciels de Dassault Systèmes.
À cela, naturellement, s'ajoute Aegis, Obeosoft, Thales. Thales qui apporte son expertise au métro de Vancouver, un métro qui va d'ailleurs donc être étendu. Et là aussi, bien sûr, ça prouve le dynamisme du Grand Vancouver, qui est naturellement intéressant pour nous. Alors, on a aussi naturellement l'agroalimentaire avec Danone, en particulier donc avec les compléments alimentaires Vega, donc une présence forte ici, Cerelia, et également donc quelques viticulteurs comme le groupe Taillant, avec le domaine Osoyoos-Larose, qui est un investissement viticole de très très longue histoire ici dans la vallée de l'Okanagan. Et on a également une autre société viticole connue en Colombie-Britannique qui appartient donc à une compatriote française, le domaine Roche. Bien sûr, Pernod Ricard est également représenté avec sa filiale Corby. Donc, luxe, logiciel, services informatiques, agroalimentaire, mais aussi l'industrie aéronautique et de défense, Airbus hélicoptère est bien sûr présent, avec cette liaison aussi avec Seattle, qui est un autre pôle naturellement de l'aéronautique en Amérique du Nord. Et puis, en termes de défense, mais aussi d'équipements privés, nous avions la très belle société Zodiac, qui est particulièrement performante ici, tant en coopération avec le ministère canadien de la Défense que bien sûr, de clients privés pour certains de ces bateaux. On a aussi naturellement la distribution spécialisée qui est représentée ici avec le groupe Essilor, avec une présence très remarquée en ligne avec sa filiale de e-commerce Clairlay, mais aussi Canoptech. Alors, à cela, on a aussi d'autres services, bien sûr, français qui sont présentés ici. Le groupe Veritas, évidemment, dans la logistique et les transports, le groupe Bolloré, la compagnie CMA-CGM, évidemment parce que nous sommes là où se trouve le premier port du Canada. Nous avons bien sûr, je l'ai cité tout à l'heure, donc Air France KLM, KLM bien sûr qui dessert aussi Amsterdam et qui dessert Calgary et Edmonton aussi dans l'ouest du Canada vers l'Europe. Le groupe Lagardère est évidemment aussi présent, ainsi que, alors là, naturellement, c'est aussi une enseigne de marque pour nous, c'est le groupe Accor, avec 6 hôtels de luxe de la chaîne Fairmont, donc, qui était une chaîne historique donc, canadienne, qui a été rachetée par le groupe Accor. Et là, ce sont évidemment de très, très beaux hôtels et qui font aussi, naturellement, honneur à notre présence. On a également le groupe Ipsos, le groupe AXA, évidemment, et puis un cabinet d'avocats français, DS Avocats. Et donc, ça, c'est évidemment très utile pour tous ceux qui auraient besoin de services d'avocats. Je terminerai en disant que nous avons également la présence, bien sûr, du groupe Sodexo, qui est un fournisseur alimentaire, donc numéro 1 d'ailleurs en Amérique du Nord, et qui est également présent en Colombie-Britannique. Donc, vous voyez une grande diversité des succès français indéniables qui sont portés donc par, évidemment, un dynamisme de l'Amérique du Nord, cette Amérique du Nord qui comprend, bien sûr, la Colombie-Britannique et l'ouest du Canada. Et donc, pour toutes ces raisons, évidemment, les bienvenus et je souhaite le plus grand succès à l'aventure que nous lançons aujourd'hui. Merci à tous. Merci Philippe. On a donc bien compris avec votre présentation la présence française, tant par son histoire que par ses domaines d'activité économique, est présente à Vancouver en Colombie-Britannique à Vancouver depuis très très longtemps. Donc pour ceux qui pensent à travers le Canada, Québec d'abord, qui bien sûr on n'enlèvera pas à cette province l'importance qu'elle peut avoir avec les relations de la France, mais il existe d'autres provinces comme la Colombie-Britannique sur laquelle il est possible
Merci Philippe. On a donc bien compris avec votre présentation la présence française, tant par son histoire que par ses domaines d'activité économique, est présente à Vancouver en Colombie-Britannique à Vancouver depuis très très longtemps. Donc pour ceux qui pensent à travers le Canada, Québec d'abord, qui bien sûr, on n'enlèvera pas cette province l'importance qu'elle peut avoir avec les relations de la France, mais il existe d'autres provinces comme la Colombie-Britannique sur laquelle il est possible effectivement de saisir des opportunités d'affaires. On va commencer tout de suite nos interventions. Nous avons trois intervenants qui vont se partager le micro. On va commencer par Xavier Bonnet. Xavier est responsable du service économique. Il est en charge donc de toutes les problématiques sectorielles et microéconomiques dans ce qui concerne l'énergie, le transport, l'environnement, l'industrie, l'agriculture. À ce titre, basé à Ottawa, Xavier anime tout ce qui est activité sur les domaines économiques et met en place aussi diffuse tous les mois une infolettre sur laquelle vous retrouverez toutes les informations qui concernent l'économie ici au Canada, et aussi organise des sessions, des tours avec des partenaires économiques depuis la France, comme on a eu le mois dernier, le MEDEF qui est venu ici jusqu'à Vancouver pour rencontrer les acteurs locaux ici. Xavier, je te laisse la parole. Ok. Bonjour à tous. Donc effectivement, depuis Ottawa, depuis l'ambassade de France, donc où je m'occupe du service économique, des services économiques pour l'ensemble du Canada. En bonne collaboration évidemment avec le consulat général de Vancouver et pour couvrir l'ensemble des sujets économiques, qu'ils soient micro ou macro. Mon propos aujourd'hui est de vous présenter une image un peu plus globale de l'économie canadienne, justement. Donc en deux temps, rapidement. Premier temps, pour vous dire où on en est de la crise Covid, des impacts évidemment sur l'économie canadienne. Et puis dans un deuxième temps, pour vous dire, malgré tout, malgré cette difficulté que le Canada vit actuellement, comme la France, nous sommes dans une économie très résiliente, dans un pays très résilient, et donc ce sera le deuxième temps de l'intervention. Premier temps, donc l'impact du Covid, quelques chiffres, 10 000 morts, plus de 10 000 morts, très concentré dans la première vague sur les plus de 80 ans, très concentré sur la province du Québec. Il est vrai que la Colombie-Britannique, proche de l'Asie, donc, a été touchée en premier, mais a pris de ce fait finalement des assez rapidement et a su contrôler mieux que les autres provinces, pas toutes, mais plutôt mieux que les autres provinces, a su contrôler la pandémie, même si encore aujourd'hui on a une deuxième vague, elle est quand même beaucoup moins forte qu'au Québec ou en Ontario, et surtout beaucoup moins forte qu'en France. Alors ce contexte, le même aux États-Unis, fortement touchés par la pandémie, par l'ouest du pays également dès le début, qui est un voisin évidemment très important pour l'économie canadienne. Donc le Canada subit des impacts de la pandémie aussi via ce partenaire commercial évidemment très important pour le Canada, puisque c'est 75% des exportations canadiennes qui vont vers les États-Unis. On a une économie qui est en forte récession, évidemment, comme en France au deuxième trimestre, avec un rebond évidemment assez fort mécanique au troisième trimestre, quand le Canada a réouvert un certain nombre d'activités, comme en France. Mais on n'est pas revenu à la situation d'avant. Donc, on a comblé seulement 2/3 du creux du deuxième trimestre. Et donc, au bout du compte, avec une prévision de croissance au quatrième trimestre qui sera quasiment nulle, selon la Banque centrale qui a rendu son rapport de politique monétaire hier,
on aura une croissance de l'ordre de moins 6% cette année. Et bon, les prévisionnistes prévoient, avec toutes les incertitudes qui entourent ce type d'exercice, prévoient une croissance de 5%, entre 4 et 5% en 2021. Donc encore une fois, on n'aura pas un retour total à la situation d'avant en termes de PIB. En termes d'emploi, au niveau du Canada, on a un recul évidemment très fort, 700 000 emplois détruits, de moins que dans la période précédente. Ça pèse évidemment sur le moral des ménages et des entreprises de services en particulier. Malgré le fait que, face à cela, comme en France, le gouvernement fédéral a pris des mesures évidemment très importantes de soutien à la fois aux ménages et aux entreprises. Donc, pour les ménages, ça a été une prestation d'urgence de $1 000 tous les 15 jours, $2 000 tous les mois, c'est-à-dire 1 300 € à peu près. Et pour les entreprises, la mesure phare, ça a été la mesure de chômage partiel qui existe aussi en France, mais qui n'existait pas justement au Canada. Donc le chômage partiel qui consistait d'abord à subventionner les salaires à hauteur de 75% pour les entreprises les plus durement touchées. Et là, le gouvernement fédéral a annoncé la poursuite de ce dispositif jusqu'à juin, mais avec une baisse à 65% de cette subvention dans les mois qui viennent jusqu'à la fin de l'année. Et puis on verra pour la suite, selon effectivement la poursuite de la pandémie. Donc un effort considérable de la part du gouvernement fédéral. Les provinces jouent leur rôle, mais vraiment ce sont plutôt des rôles axés sur l'école ou la santé, grâce à des transferts fédéraux à nouveau. Donc le poids est essentiellement, en termes de finances publiques, est essentiellement supporté par le fédéral, qui va enregistrer cette année un déficit supérieur à 16% du PIB. Donc c'est beaucoup plus qu'en France. Et on ne parle que du fédéral, parce que évidemment, il y aura aussi des déficits publics prononcés au niveau des provinces. Et la Colombie-Britannique, évidemment, sera dans cette situation aussi, compte tenu de la baisse des recettes. Donc une augmentation de la dette publique du même ordre de grandeur, de l'ordre de plus de 15% au niveau fédéral, pour atteindre près de 50% du PIB. On peut avoir l'impression que c'est beaucoup moins qu'en France, mais il y a aussi beaucoup d'endettement dans les provinces. Donc quand on cumule la situation fédérale et provinciale, on est proche de 100% du PIB aussi pour la dette publique canadienne dans son ensemble. Donc voilà, ça c'est l'impact du Covid. La situation est moins fortement dégradée qu'en France, compte tenu des mesures de confinement d'abord et puis de restriction du commerce qui ont été prises plus en avance qu'en France. Donc on verra dans les semaines qui viennent, mais on aura, on l'espère, un petit peu moins d'impact sur l'économie dans les trimestres qui viennent. Alors pour avoir un discours un peu plus positif sur le Canada, on est sur une économie et la capacité du fédéral à injecter toutes ces subventions, évidemment, est liée au fait que l'économie en amont est très résiliente. La résilience de l'économie, c'est le deuxième aspect des choses que je voulais aborder. Cette résilience, elle est fondée sur d'abord une population qui croît fortement et qui effectivement impulse un dynamisme très grand de l'économie canadienne. On a 300 000 immigrants tous les ans sur une population de 37 millions d'habitants, donc 0,9% de croissance
de la population par an, essentiellement liée à l'immigration. Et on retrouve effectivement cette croissance particulièrement dans les grandes villes, comme Toronto, qui est donc la plus grande ville du pays avec 5 millions, presque 6 millions d'habitants, dans le Grand Toronto. Alors, Vancouver, bien sûr, 2,5 millions d'habitants, le Grand Vancouver, avec des taux de croissance de la population du même ordre de grandeur. Montréal, 4 millions d'habitants, mais 4 millions 1, mais avec un taux de croissance de la population moindre. Le Québec attire effectivement un peu moins d'immigration en proportion que dans le reste du pays. Donc des grandes villes, Toronto, Vancouver, qui sont très très dynamiques. Donc Philippe Sutter vient de vous décrire effectivement le dynamisme de la Colombie-Britannique et de Vancouver en particulier. L'autre, donc population, un atout fort du Canada. L'autre atout, c'est la stabilité institutionnelle. Un pays fédéral avec un pouvoir fort des provinces, mais voilà, des débats très forts entre provinces et fédérales de manière récurrente, mais c'est aussi le gage de prise de décision assez convergente, assez stable dans le temps, donc sur un grand nombre de sujets comme le désir d'aller vers une transition plus verte, l'investissement important dans les nouvelles technologies de l'information, le numérique. Tout ça se retrouve d'ailleurs dans des dispositifs et des programmes fédéraux de soutien à des superclusters qui sont au nombre de 5 disséminés dans toutes les régions du Canada. Et en particulier un supercluster à Vancouver qui est particulièrement dynamique. Un pôle de compétitivité, pardon, en français. Autre atout encore, une qualité de vie qui est reconnue dans tous les panoramas de comparaison mondiale, une qualité de vie qui attire l'immigration, comme je le disais auparavant. Une qualité de vie qui est complètement aussi différente de celle qu'on connaît aux États-Unis, parce que les Canadiens sont sur un mode beaucoup plus, dans la relation qu'ils ont les uns avec les autres, beaucoup plus respectueux les uns des autres, et avec beaucoup moins de ressorts sur la peur, comme on peut connaître aux États-Unis. Donc une population finalement beaucoup plus soudée et beaucoup plus calme dans ses relations sociales. Une population, encore un autre atout, une population très bien formée, avec une immigration choisie, donc avec évidemment le choix de prendre les gens les mieux formés pour venir compléter la population en âge de travailler au Canada, et toutes les provinces sont dans cette dimension-là. Donc ça, c'est tout le côté population. Le côté investissement, capital, et aussi, il y a beaucoup d'atouts. D'abord parce que c'est un pays qui a des fonds d'investissement très importants dans toutes les provinces pour gérer les retraites par capitalisation de la population. Donc des capacités d'investissement tout à fait intéressantes. Et enfin, deux autres atouts qu'il ne faut pas oublier. C'est un pays qui a des richesses naturelles tout à fait prodigieuses. Rappelons que c'est un pays qui fait 10 millions de kilomètres carrés en termes de surface, et le deuxième pays au monde après la Russie, juste avant la Chine et les États-Unis. Donc c'est un pays gigantesque où effectivement on trouve à peu près toutes les ressources naturelles, que ce soit minérales ou du pétrole, du gaz, et des métaux rares, évidemment, des ressources très abondantes dans tous les domaines. Donc c'est un atout évidemment très très fort pour l'économie canadienne. Dernier atout, j'en ai déjà parlé, c'est la proximité du marché américain. J'ai déjà dit que effectivement les exportations sont dirigées à 75% vers les États-Unis. Alors c'est un atout, et ça peut être aussi parfois
source de difficulté. Quand le grand voisin américain pose des problèmes comme on a pu en connaître sur l'acier ou l'aluminium récemment, mais sur bien d'autres sujets de temps à autre, ça peut être une source d'inquiétude pour le Canada qui cherche à diversifier aussi ses marchés à l'export. Et l'Europe, évidemment, est un marché qui est regardé avec intérêt, mais aussi tous les marchés asiatiques, en particulier quand on parle de la Colombie-Britannique, l'ouverture sur les marchés du Pacifique sont évidemment très, très, très importants. Alors, face à tous ces atouts, il faut quand même pas cacher qu'il y a quelques défis. L'insuffisante diversification du commerce international, j'en ai déjà parlé. Sans doute aussi un manque de concurrence dans certains services comme les télécoms ou les services aériens qui du coup, ont des tarifs qui sont beaucoup plus élevés que ceux qu'on connaît en France. Mais je veux pas terminer sur cette note négative. Dans l'ensemble, de très nombreux atouts, comme vous avez vu, en termes de population, de qualité de vie, de capacité d'investissement, de ressources naturelles. Donc, c'est un pays qui mérite votre attention et je laisse la parole à d'autres pour parler davantage de la Colombie-Britannique. Merci encore, Xavier, pour votre intervention. Il est possible à tout instant de poser des questions si vous en avez. Vous avez un petit icône cliqué sur votre écran. J'ai vu passer une question. Désolé, excusez-moi, je n'ai vu passer que votre prénom, Sébastien. On s'accorde une question après l'intervention de chacun et puis ensuite, on a encore une quinzaine de minutes après les interventions qui suivent de David et de Arnaud. Je voudrais passer la parole à David Durand. Donc, David est basé à Montréal. Il est, entre autres, président du comité des conseillers du commerce extérieur ici sur tout le Canada, depuis la côte est jusqu'à la côte ouest. On est très heureux d'avoir la participation de David aujourd'hui pour nous parler effectivement du réseau des conseillers du commerce extérieur. Je te laisse la parole, David. Merci beaucoup, Franck. Bonjour à tous. Écoutez, en quelques mots, pour se présenter très rapidement, puisque la réunion doit se terminer, je crois, à midi, donc on va essayer de faire ça concis. Moi, je dirige une entité familiale, un groupe français qui s'appelle le groupe Naos, qui a des marques cosmétiques, notamment Bioderma. On est présent à travers tout le Canada, que ce soit anglophone, francophone, à travers les chaînes de pharmacie. Donc, on est aussi présent en Colombie-Britannique, dans les magasins Shoppers et London Drugs. Et en effet, j'ai le plaisir depuis un peu plus de 2 ans maintenant de diriger le comité des conseillers du commerce extérieur français au Canada. Donc, on est présent dans tout le Canada et notamment, Franck ne va pas tarder à nous rejoindre. Je voulais parler en quelques mots de ce comité des CCE. Pourquoi? Parce qu'en fait, on ne le connaît pas beaucoup. Alors, en quelques mots, le comité des conseillers du commerce extérieur français est rattaché à Bercy. On a pour but finalement d'aider le rayonnement économique de la France au Canada, puisqu'on est basé ici au Canada. Il faut savoir que des conseillers du commerce extérieur, il y en a dans tous les pays. Principalement du moment où il y a une ambassade française, on retrouve des CCE. Donc, notre mission première est vraiment d'aider le rayonnement économique de la France. Ça veut dire quoi? Ça veut dire de s'entraider, aider de comprendre le marché dans lequel on est implanté, donc ici le Canada, de comprendre les spécificités provinciales et de voir comment, à travers nos différentes expériences, entre patrons d'entreprise, on peut trouver des astuces, mieux comprendre l'environnement économique et faciliter le développement de nos entreprises respectives. Il est vrai que chacun d'entre vous, vous connaissez parfaitement, ou en tout cas je le souhaite, les entités comme les chambres de commerce. On en a à Vancouver, on en a à Toronto, on en a à Montréal. Elles sont dépendamment très dynamiques, offrent un certain nombre de prestations. Il y a bien sûr Business France qui aide aussi les entreprises à se développer. Mais il faut comprendre aussi que les CCE, alors nous sommes des bénévoles qui sont à votre écoute. Ce sont des patrons de boîtes françaises implantés dans le pays. Donc, c'est aussi intéressant, on travaille avec les chambres de commerce dans des programmes de mentorat. C'est aussi intéressant de pouvoir échanger avec vous lorsque vous avez des questions, des problématiques sur soit une implantation d'une entreprise, d'une usine, soit la compréhension d'un réseau de distribution. On a eu notamment, je pense monsieur le consul en parlait, dans le domaine viticole, des questions souvent avec comment traiter avec la SAQ. Donc, on peut vous mettre en relation avec des personnes qui dirigent aussi des entreprises viticoles ou alcool. Je pense notamment à Moët-Hennessy qui peut vous donner des astuces si vous êtes dans ce domaine. En fait, tout simplement, ce qu'il faut retenir des CCE, c'est qu'on est là pour aider à faire en sorte que les entreprises françaises réussissent dans le marché domestique canadien et donc
pouvoir vous donner à avoir accès à des patrons d'entreprise qui bénévolement peuvent vous mettre en relation, vous donner des astuces, des informations ou tout simplement vous aider. C'est notre mission, on est tous là ça nous fait plaisir de le faire parce qu'encore une fois, on croit de manière extrêmement forte en le potentiel de la France et l'image de la France à l'étranger. Et bien sûr, comme l'a très bien dit Xavier et Monsieur le Consul avant, au potentiel économique que représente le Canada à travers toutes ces provinces, puisque chacune d'entre elles, que ce soit principalement l'Ontario, la BC et le Québec, ont des fortes capacités de rebond économique et sont très propices, que ce soit en aide ou en service, à accueillir les entreprises venant du monde entier et plus particulièrement pour le cas qui nous concerne de la France. Donc, encore une fois, de manière très simple, n'hésitez pas à nous solliciter. Franck peut me mettre en relation avec chacun d'entre vous pour ceux ou celles qui ont des questions et on permettra de vous orienter vers des CCE dans votre domaine d'activité qui peuvent répondre à des problématiques ou des questions que vous avez. Voilà, en quelques mots, en quelques minutes, Franck, j'espère ne pas avoir été trop long pour laisser la parole à Arnaud et ensuite à la session de questions-réponses. Merci en tout cas à chacun d'entre vous. Merci David, merci pour ton intervention. On va passer la parole à Arnaud. Arnaud est membre entre autres du Friends Executive Circle. David parlait des chambres de commerce. Il existe à Vancouver une chambre de commerce francophone. Il n'y avait pas de structure franco-française, on va dire. Donc il a été créé il y a quelques temps déjà maintenant avec l'aide du consulat général. Merci Philippe Sutter à nouveau. Donc ce Friends Executive Circle qui regroupe tous les dirigeants ou les personnes dans les entreprises qui ont une influence sur la décision de leur entreprise ou de l'entreprise dans laquelle ils travaillent, qu'elle soit française ou canadienne. Donc Arnaud est aussi président directeur général de Clearlink, une filiale de Essilor, et il va nous parler surtout sur la Colombie-Britannique un petit peu des composantes de la microéconomie. Je te laisse la parole, Arnaud. Super, merci beaucoup. Bonjour à tous. Merci David d'avoir rattrapé du temps. Je vais essayer d'être aussi concis que toi. Donc, j'ai un peu moins de 8 minutes. J'avais préparé quelques slides. Je ne sais pas, Julien, si tu veux me montrer les slides ou si tu veux que je le fasse moi-même. Je pensais que tu voulais le faire directement sur ton écran, si ça te va. Je vais partager mon écran tout de suite. Si ça fonctionne. Voilà. J'espère que vous pouvez voir mon écran. Oui, tout fonctionne. Super, génial. Les prouesses de la technique. Donc, en moins de 8 minutes, en fait, je voulais essayer de couvrir ces 3 sujets et vous donner ma perspective en tant que dirigeant d'entreprise à Vancouver. C'est une ville que j'ai découverte très sincèrement il y a 4 ans en commençant à travailler avec Clearly, et puis il y a vraiment 3 ans quand j'ai déménagé à Vancouver depuis la France pour diriger Clearly. Et donc, je voulais un peu vous donner mon retour d'expérience et quelques points d'étonnement, mais aussi des points qui sont un petit peu des mauvaises conceptions, en fait, je pense, sur le Canada et notamment sur Vancouver. Donc, franchement, beaucoup de choses ont déjà été dites par Monsieur le Consul et par d'autres avant, donc je vais aller assez vite. Mais les 3 grands points que je voulais toucher, c'est vous donner un peu un espèce de tour d'horizon économique de la région de la Colombie-Britannique et de Vancouver. Ensuite, vous expliquer pourquoi, en fait, baser une entreprise à Vancouver. Et encore une fois, vous donner ma perspective là-dessus. Et puis enfin, d'autres faits qui sont vraiment importants à savoir et qui font une différence, je pense, pour la Colombie-Britannique comparée à d'autres provinces au Canada. Donc d'abord, une overview économique. Assez rapidement, encore une fois, Monsieur le Consul a déjà couvert tous ces points. La Colombie-Britannique, depuis 2010, c'est probablement lié aux Jeux Olympiques, a été la province avec la plus forte croissance vraiment économique comparée à toutes les autres provinces. Je ne vais pas vous ennuyer avec beaucoup de chiffres, mais en gros, ce graphe que vous voyez ici montre la croissance pendant la période 2010-2019 et puis aussi plus précisément les 2 dernières années. Donc, la Colombie-Britannique, chaque année, en fait, outperforme toutes les autres provinces d'un point de vue croissance. Et je vais vous montrer après quelques secteurs économiques en particulier, mais c'est vraiment une région qui est en très, très forte croissance avec un dynamisme très, très fort. Ce qui se ressent dans beaucoup de facteurs que je vais couvrir juste après.
la province, à elle seule, tire à peu près 40% de la croissance du PIB national, ce qui est assez exceptionnel. Et en moyenne, le PIB par habitant est quasiment 20% plus élevé que la moyenne nationale. Donc, c'est vraiment une région très riche et en très, très forte croissance. Les domaines d'activité, donc c'est un tableau qui est un petit peu peut-être hermétique, mais beaucoup de domaines ont été évoqués juste avant. Les grands secteurs d'activité qui sont en très, très forte croissance et qui prennent de plus en plus d'importance, on en a parlé, la production cinématographique. Il y a beaucoup de films que vous regardez certainement sur Netflix ou sur d'autres plateformes qui sont en fait des films pas shootés à Hollywood, mais shootés à Vancouver, parce que c'est beaucoup moins cher et en fait, il y a beaucoup de talent ici à Vancouver. On a parlé des industries de services, on a parlé de la construction, on a parlé de l'oil and gas, évidemment. Donc, il y a énormément de domaines d'activité qui sont représentés. C'est vraiment très varié. Et l'industrie dans laquelle moi je suis, chez Clearly, qui est vraiment la technologie, et aussi un secteur dont je vais vous parler juste après, mais qui est en très, très forte explosion ici et qui attire énormément de talents et d'entreprises. Le dernier chiffre que je voulais vous partager ou indicateur de performance que je souhaitais partager avec vous, c'est le taux de chômage qui, en fait, historiquement, a toujours été extrêmement bas à Vancouver et en fait, en Colombie-Britannique, toujours le plus bas comparé aux autres provinces. Et donc là, ce que vous voyez, c'est un graphe qui vous montre entre la fin de l'année passée et puis vraiment septembre cette année. Donc, il y a un effet Covid, effectivement, mais ce que ça montre, c'est deux choses. Un, que le taux d'emploi est très, très élevé, ou le taux de chômage est très, très faible. Et deux, que en fait, Vancouver et la région, globalement, ont une capacité à rebondir assez exceptionnelle, ce qui est vraiment très rassurant pour l'économie et pour les prochains mois à venir. Donc, voilà très rapidement quelques indicateurs sur la performance économique. Pourquoi la Colombie-Britannique? Alors, je vais vous partager plusieurs raisons. La première, c'est que la province et Vancouver particulièrement, donc ça, c'est pas une surprise, je l'espère pour vous, mais donc est située d'un point de vue géographique sur la côte ouest. Donc, on est exactement sur la même zone horaire que Seattle, Portland et toute la Californie, ce qui est un avantage indéniable. C'est connu effectivement pour être le West Coast Business Corridor, donc c'est un couloir qui est vraiment extrêmement dynamique, innovant, très porté sur tout ce qui est environnement, etc., et très riche. Et donc, ça apporte vraiment un très fort dynamisme. Et ce qui explique que beaucoup d'entreprises, en fait, de la Californie vont ouvrir des bureaux ou ouvrent déjà des bureaux à Vancouver de façon à avoir un accès à un marché qui a un coût du travail bien moins élevé que les États-Unis. Et aussi, et c'est mon deuxième point sur ce slide, qui est de dire plus sécuritaire et plus facile d'accès d'un point de vue immigration, parce qu'il est beaucoup plus facile, notamment pour des entreprises françaises, mais franchement pour tous les types d'entreprises, de faire venir des talents d'à peu près partout dans le monde. Beaucoup plus facile de les faire rentrer à Vancouver et au Canada que d'obtenir des permis de travail pour les États-Unis. Donc, c'est la stratégie de beaucoup d'entreprises. C'est la stratégie de notre entreprise chez Sealor et chez Clearly. Mais c'est aussi la stratégie d'Amazon, de Shopify et de beaucoup d'entreprises qui ont été citées précédemment. L'autre point, et je ne vais pas vous ennuyer avec beaucoup d'éléments et vous vendre Vancouver, mais une des raisons pour laquelle Vancouver attire autant de talents, c'est que c'est une ville extrêmement agréable à vivre. Ce n'est pas une surprise, mais tous les classements chaque année montrent que Vancouver est toujours dans le top 3 des villes les plus agréables à vivre. Si je devais citer peut-être trois éléments vraiment clés, le premier, c'est que c'est une ville qui est extrêmement verte et toutes les populations ici sont assez outdoor. Donc, vous avez accès à l'océan qui est à 20 minutes à peu près n'importe où à Vancouver. Vous avez les montagnes, donc vous pouvez aller skier en hiver et passer l'été à la plage, ce qui est assez unique. C'est une population qui est extrêmement diverse. On a effectivement une très forte population asiatique, mais c'est une communauté qui est extrêmement cosmopolite et avec beaucoup de communautés et de pays et d'origine qui sont représentés. Et puis, c'est une ville qui est très simple et très sécuritaire à nouveau. Globalement, l'infrastructure est excellente. C'est très facile à vivre pour des jeunes familles ou pour des jeunes parents, même des célibataires assez jeunes qui déménagent ici et qui veulent vraiment démarrer leur carrière. Donc, c'est une ville qui attire énormément, qui est vraiment très appréciée. Juste quelques marques pour vous
dire des entreprises qui sont nées à Vancouver et d'autres qui se sont déplacées et implantées à Vancouver. Quelques marques que vous connaissez peut-être, mais qui sont un peu des flagships de Vancouver. Lululemon est une société de Vancouver qui est née ici. Arc'teryx également, pour ceux qui aiment la montagne. Herschel, je suis sûr que beaucoup d'entre vous ont des sacs à dos de cette marque. Aritzia, Hootsuite, Sage. Et puis après, des marques qui se sont déplacées ici. On a une très forte implantation de Microsoft, d'Amazon aussi, qui, sans le dire, en fait, a un peu implanté son deuxième siège social nord-américain à Vancouver. Apple, Facebook, Netflix, Shopify, Electronic Arts, pour ne citer que, mais encore une fois, ça c'est plus mon prisme à moi d'entreprise technologique, mais vraiment le panorama d'entreprise internationale et française ici est assez exceptionnel. Je vais finir avec deux points qui ont leur importance. Le premier, c'est que la Colombie-Britannique, d'un point de vue géographique, à nouveau, en fait, a une position qui est assez exceptionnelle. D'un point de vue accès marché, donc la Colombie-Britannique à elle-même, c'est à peu près 5 millions d'habitants. Après, vous avez accès en dehors de la Colombie-Britannique et du Canada, vous avez ce qu'on appelle le Pacifique Nord-Ouest, qui est vraiment la Colombie-Britannique et puis les 2-3 États au sud aux États-Unis, donc l'État de Washington, l'Oregon, pour ne citer que. Et puis, vous avez la Californie qui est à 2 heures d'avion depuis Vancouver. Et donc là, vous avez un accès à quasiment 40 millions d'habitants. Et ensuite, c'est beaucoup d'accords commerciaux avec à peu près toutes les régions dans le monde les plus dynamiques, l'Europe, les États-Unis, le Mexique, etc. Et surtout, vraiment une porte d'entrée pour l'Asie et un marché et un dynamisme avec le marché asiatique qui est absolument unique en fait. Vous ne pouvez pas trouver ça ailleurs, je pense, dans le monde, même en Australie. Et donc, Vancouver est le premier port au Canada, c'est le 3e port en Amérique du Nord. Vous avez quelques chiffres ici sur le volume de marchandises qui sont échangées, le nombre de vols qui se font tous les jours vers et depuis l'Asie. Donc, c'est vraiment une position unique d'un point de vue géographique, en fait. Mon dernier point, et j'essaierai de finir là-dessus, il y a beaucoup d'idées préconçues. À chaque fois que vous dites « Ah, tu habites à Vancouver, il doit faire froid maintenant. » Vancouver est sur l'océan, donc on a un climat océanique. On a à peu près le même climat qu'à Nantes, je pense. Donc, c'est un peu de pluie, mais c'est surtout un climat très, très doux et très agréable. Donc, l'image que vous voyez à gauche, c'est Montréal. C'est le Québec, et ça, c'est à peu près 6 mois de l'année là-bas. Nous, on n'a pas ça. La montagne, elle est uniquement la neige est uniquement dans les montagnes et donc sous les spatules de ski. Et c'est à peu près le bon endroit où la neige doit être. La ville est extrêmement agréable. Et l'autre point qui est juste une note qui est qu'en fait, la Colombie-Britannique est plutôt moins exposée au Covid en ce moment, pour 2 raisons. Un, qui est que en fait, la population respecte vraiment très, très bien toutes les démarches de sécurité. Et 2, le gouvernement fait un très bon travail d'un point de vue mesure. Donc, c'est vraiment un endroit qui est très agréable à vivre à peu près dans toutes les circonstances. Et donc, je voulais juste vous passer ces quelques messages. J'essaie d'être rapide. Si vous avez d'autres questions, vous aurez mon contact. Mais je suis ravi de prendre toute question et toute discussion après ce rendez-vous. Voilà, merci à tous. Merci Arnaud, merci aux précédentes interventions, Xavier, bien sûr, David et Monsieur le Consul Général. On va sans plus attendre laisser la parole à ceux qui souhaitent poser des questions. On a un petit peu dépassé le temps, désolé, il y a tellement de choses à dire. Je me rends compte que finalement, on a pas parlé pendant très longtemps de Vancouver. Est-ce que quelqu'un veut prendre la parole, poser une première question? Julien ouvrira votre micro et puis vous pourrez intervenir et vous adresser directement aux intervenants. Je vous laisse la parole. Mais juste peut-être une réflexion, Xavier, je m'adresse à toi. Et c'est vrai qu'au début de la pandémie Covid, on mettait les choses en parallèle avec la crise du SARS. D'expérience pour avoir vécu ici à Vancouver, l'impact a été beaucoup moins grand qu'aux États-Unis. Je voulais un petit peu démystifier le côté nord-américain. On englobe trop facilement, peut-être parfois, le Canada avec les États-Unis. Le niveau d'endettement des ménages et des entreprises était bien inférieur à celui que les Américains avaient à cette époque. Et tu es d'accord avec moi, peut-être que tu as des chiffres en tête, je ne pense pas que tu étais en poste à ce moment-là, mais pour dire que la crise du SARS est passée de façon plus rapide et de façon moins impactante sur l'économie du Canada en 2008 que cela n'était sur les États-Unis. Elle était très profonde. Les Américains ont réagi très vite. Le Canada a été un peu moins profond. Les Canadiens ont réagi très vite. Et en Europe, on l'a vu quelques mois après, s'étend sur plusieurs mois. Est-ce que tu me confirmes ça ou c'est juste un ressenti que j'avais moi par rapport à mon activité?
La situation là, vous m'entendez bien maintenant? Oui, très bien, Xavier, oui. Je me suis reconnecté. En 2008, hein, la situation au Canada était vraiment très différente de celle des États-Unis en termes d'endettement. Donc, ils n'ont pas du tout eu à faire le même travail que les Américains pour relancer la machine. Ils avaient fait des efforts considérables dans les années 90 pour apurer et justement les finances publiques. Donc, ils ont eu une résilience de leur économie sans trop avoir à puiser dans leurs réserves à ce moment-là. Donc, une grosse différence aux États-Unis à cette époque-là. Évidemment, l'économie américaine a pesé lourdement sur celle du Canada à cette époque-là. Là, aujourd'hui, on est dans une situation différente. Hein. L'endettement pour le coup, le Canada a un endettement des différents agents, et en particulier des ménages, qui est très, très élevé, 170% de leurs revenus. Donc, on est plutôt dans une situation qui ressemble à celle des États-Unis avant la crise de 2008. Pour autant, c'est une dette qui est détenue voilà, au sein d'un système financier qui est très résilient. Il y a 6 grandes banques au Canada qui sont très bien capitalisées, qui sont très bien surveillées évidemment, avec un renforcement des règles prudentielles après la crise de 2008. Donc, on n'a pas trop d'inquiétude que le système financier va être résilient malgré cet endettement plus élevé au Canada, même qu'aux États-Unis à l'heure actuelle pour les ménages. Mais on n'a pas d'inquiétude et la Banque centrale canadienne joue pleinement son rôle actuellement de quantitative easing et a injecté énormément d'argent pour venir en aide des banques et donc des entreprises même directement en achetant des obligations d'entreprise directement. Donc on est sur la comparaison avec 2008 est assez compliquée à faire, je pense. On est dans une situation quand même différente où le Canada, dans les deux cas, de toute façon, était très résilient. Très bien. Merci Xavier. Je vois une première question qui apparaît et pour pas trop caler la fin de la session, je vais m'adresser peut-être encore une fois peut-être à toi Xavier. Quels sont les avantages économiques que je peux bénéficier si j'exporte des produits au Canada à la différence du marché des États-Unis? Quelles sont les aides qu'on peut bénéficier sur le Canada? Alors, en tant qu'entreprise française Oui. exportant depuis la France, depuis la France, c'est ça. Mm-hmm. Donc, on a toutes les aides, effectivement, à l'export que BPI France peut apporter, donc notamment des garanties export qui ont été considérablement renforcées dans la période du Covid. Il y a des aides à la prospection de marché également fournies par BPI France et via Business France. Donc Business France, l'agence, le guichet unique qui vous permet d'envisager vos prospections et vos exports sur de nouveaux marchés. Donc Business France, évidemment très bien installé au Canada, comme le disait David. Alors pas à Vancouver, mais depuis Toronto et Montréal, ou depuis les États-Unis, avec des conseillers qui couvrent des zones géographiques, donc depuis San Francisco pour ce qui est de la zone ouest, donc la zone Vancouver. Donc c'est toute la panoplie en fait d'aides habituelles, renforcée au moment du Covid, qui est disponible pour vos entreprises. Oui, le Canada est aussi signataire donc, des accords avec l'Europe, le CETA, donc ça favorise aussi forcément les démarches administratives et les taxes. En fait, c'est une très bonne transition pour, s'il n'y a pas d'autres questions, terminer cette session. Merci Xavier, merci à tout le monde. Puisque donc on a suite à ce webinaire d'aujourd'hui, la semaine prochaine, même heure, même endroit, j'ai envie de dire, et la semaine suivante, le thème de la semaine prochaine sera justement toutes les aides que vous pouvez bénéficier, qu'on peut bénéficier, si effectivement on a réussi à vous convaincre aujourd'hui qu'il peut être intéressant de considérer la Colombie-Britannique comme étant un marché porteur et une occasion, une opportunité à saisir. Toutes les aides logistiques, financières et autres qui sont à votre disposition avant même d'avoir commencé à
à envoyer vos premiers biens ou services sur la Colombie-Britannique. Donc ça sera le thème de la prochaine session. Vous avez toutes les informations sur la plateforme Hey Summit, sur laquelle vous êtes inscrite. Et puis la troisième session sera, elle, plus consacrée sur les différences culturelles. On l'a abordé tout à l'heure, de le multiculturalisme national qu'il y a ici en Colombie-Britannique, et comment est-ce qu'on aborde les échanges commerciaux avec des clients, avec des fournisseurs, avec des partenaires financiers, lorsque les gens sont issus de communautés asiatiques, nord-américaines ou même indiennes. S'il n'y a pas d'autres questions, je voudrais encore une fois remercier tous nos intervenants, à tous, Monsieur le Consul, David, Xavier et Arnaud. Je voudrais remercier à tous d'avoir participé. Nous étions 43 vous étiez 43 participants. C'était même au-delà de ce que nous espérions. On vous remercie encore. J'espère que cette session vous intéresse. Elle est disponible dans 1 heure en version replay s'il y a des choses que vous voulez revoir. Nous sommes bien sûr disponibles aussi. Vous avez pu voir passer des messages de Simon pour vous répondre à vos questions. N'hésitez surtout pas, nous sommes là pour ça. Nous avons du temps consacré pour cela. Et je vous souhaite une très bonne soirée. Pour Toronto et Ottawa, un très bon après-midi. Et pour nous, on commence notre journée ici à Vancouver. Le soleil ne sera pas levé aujourd'hui, mais la prochaine session, on en sorte qu'il soit parmi nous. Remercie encore tout le monde et très très bonne fin de journée et bonne après-midi.